Messieurs, dames, bonsoir. Donc le thème de la conférence est la biosyntonie. Je vois que vous êtes nombreux à être intéressés au confort personnel. Et donc, avant de commencer l'exposé, je vais tout simplement dépolluer l'électricité pour que je sois mieux dans vos ambiances. Parce qu'en général, avec les pollutions électromagnétiques, ça touche les reins. Et simplement en dépolluant l'électricité, tout au moins, moi je me sens mieux et donc je pourrais mieux vous parler. Et peut-être que vous aussi, vous avez senti une petite différence. Vous avez senti une différence? D'accord? Donc ça, je prends en considération les personnes qui sont électrosensibles dans la pièce, puisque fondamentalement aujourd'hui c'est un rendez-vous pour tout le monde. Soit on comprend que l'électrosensibilité c'est un rendez-vous et on fait ce qu'il faut pour éviter, soit on n'a rien compris et on va être tous électrosensibles, et plus on va aller vers les pollutions électromagnétiques, plus il y aura d'électrosensibles sur la planète. Donc en fait, la biosyntonie, c'est aussi ce qui m'a permis de comprendre pourquoi les gens sont électrosensibles. La biosyntonie, je l'ai développée après avoir fait des études sur l'eau, après avoir fait des études sur la conséquence des radiations électromagnétiques sur le corps, après avoir fait des études, et une chance assez extraordinaire, c'est d'avoir des enseignements sur les mégalithes des anciennes civilisations, les pierres plantées sur la planète, donc les menhirs, les cromlechs et les dolmens, d'avoir fait des études dans le cadre de l'architecture sacrée qui permet de construire les temples et également les églises romanes, les cathédrales gothiques, etc. Et donc toute cette architecture-là m'a confronté en permanence à la physique de l'eau. Et ce que j'ai observé, c'est que les anciennes civilisations, notamment en Chine ancienne, l'acupuncture était pratiquée dans des temples. Alors évidemment, notre culture assimile le temple à la religion. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. C'est que fondamentalement, la Terre a un échange d'énergie avec le ciel et que notre système hormonal, lui, eh bien, il nous rattache d'une certaine manière au souffle extérieur à la Terre, aux étoiles, à la respiration du cosmos, etc. Et donc, les temples anciens, c'était des lieux d'activité qui permettaient de synchroniser les endocrines des personnes qui souffraient, qui étaient malades, etc., qui étaient fatiguées. Et d'ailleurs, puisque nous sommes dans une tradition où il y a eu beaucoup de rituels dans les églises, on a observé au siècle dernier, mais au début du siècle dernier, que dans les églises, il y avait un partage, une ligne de partage des eaux, d'un côté les femmes, de l'autre côté les hommes. Et puis ensuite, les rituels se sont, on va dire, assouplis, et on a permis la reconstruction des familles. On est allé d'un côté à droite ou à gauche, mais on n'a plus tenu en considération cette polarité yin-yang, froide, chaude, lunaire, solaire. Et donc le système hormonal, au cours des célébrations, des rituels, etc., le système hormonal des personnes qui étaient présentes ne s'est plus réactivé en général chaque dimanche, parce que chaque dimanche, c'était le jour du Seigneur qui nous permet de nous reconstruire nous-mêmes. Et donc, lorsque j'ai vu des acupuncteurs pratiquer l'acupuncture sous des lignes de tension, je me suis dit, là, il y a un sacré problème. Pourquoi? Eh bien, dans le cadre de la géobiologie, j'ai été confronté un jour au fait qu'un ingénieur de site d'un grand lieu industriel avait son bureau d'études juste au-dessous d'une ligne à tension de 400 000 volts. Et ce qui lui est arrivé, eh bien, c'est qu'un jour, on l'a retrouvé dans son bureau, allongé par terre, inconscient. On a fait venir le SAMU, il a été pris tout de suite par les pompiers, il a été mis sous tente à oxygène, il a été sauvé de justesse. Son sang avait migré en dehors du système artériel et veineux et se trouvait dans les fascias. Et donc là, clairement, c'est que l'onde électromagnétique, le gradient électromagnétique de la ligne de tension a une conséquence sur la fonction de la rate qui est impliquée dans toutes les régulations biologiques des phases membranaires.
Et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, ce qui me navre d'une certaine manière, c'est de voir que la personne qui a découvert, le médecin qui a découvert et qui a rapporté l'acupuncture d'Asie en France, est aussi la personne qui a promu l'électroacupuncture. L'acupuncture, c'est une science qui, normalement, devrait se pratiquer dans des temples, c'est-à-dire des lieux qui permettent de faire refonctionner le système hormonal en adéquation avec la synchronisation naturelle de la planète. Donc c'est sous cette approche-là qu'en ce qui me concerne, j'ai développé la biosyntonie et j'ai développé donc des petits catalyseurs en céramique. Ça se présente sous forme de disques. Ces disques-là ont deux faces, un revers et un avers, un verso et un recto. Sur l'une des faces, il y a une inscription qui est un symbole de fleur de lys, puisque j'ai déposé une marque qui est terre de lys. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a un identifiant que j'ai déposé à l'NPI qui permet de savoir que c'est ma signature ou la signature de ma marque. Et juste au-dessus, il y a comme un alphabet, un petit symbole, qui va permettre de savoir sur quelle fonction du corps le diapason va fonctionner. Et donc, lorsque j'ai mis en place le premier programme de biosyntonie, eh bien, on a toujours un petit peu en soi un petit chemin tracé. Et moi, je me suis toujours intéressé à l'os, à la structure de l'os, à la mémoire de l'os. Et j'ai toujours imaginé que l'individu se comportait, ou le corps humain se comportait un petit peu comme une mémoire d'ordinateur, et que tous nos codages de vie se situent dans les os. Nous avons une mémoire minérale. Cette mémoire minérale-là, elle est active, elle est activée par la fréquence naturelle de la Terre, et peut-être que, sous certaines conditions, notre conscience y aura accès. Je dis sous certaines conditions, parce que toute la recherche que j'ai faite sur le corps humain m'a permis de mettre en évidence que pour accéder aux informations qui sont déposées à l'intérieur de notre corps, il y a des portes, il y a des consciences, il y a des espaces, il y a des verrous, il y a des blocages. Et cette civilisation, elle s'est bloquée énormément les portes qui nous conduisent au fond de nous-mêmes. Or, il s'avère que, là aussi, pour les vieux taoïstes du fond des âges, eh bien, je vais être un petit peu poète pour vous expliquer ce mécanisme. C'est que pour les vieux taoïstes, ils disaient que l'individu, c'est une conscience divine en voyage. Et c'est une conscience qui est véhiculée sur une poussière d'étoiles. Et que pour arriver sur la planète, eh bien, il a dû postuler pour avoir un corps humain. Et donc, il a fait une signature sur une page rose ou une page blanche, ou une page bleue. Et là, il a été conduit dans un couloir du temps qui a une porte rose ou bleue. Et donc, bien évidemment, du côté rose, ça va être le royaume des femmes, des filles. Et le royaume bleu, il est symbolisé par la porte bleue, pour les garçons. À l'intérieur de ces couloirs du temps, il y a une activité dynamique de l'énergie qui va anticiper la création du corps, c'est-à-dire la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, 85 jours avant la conception biologique. Et ces 85 jours avant la conception biologique sont très, 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 très intéressants parce que c'est ce mécanisme-là qui va permettre au corps de bénéficier de l'homéostasie ou pas. Donc je reviendrai sur cette clé qu'on va laisser de côté un petit peu pour vous dire que notre corps est structuré et que les os de notre squelette sont porteurs d'informations qui sont pratiquement accessibles, pratiquement disponibles, et pourtant, il y a des conséquences pour que nous puissions y avoir accès. Et donc, dans le premier programme de base de biosyntonie, eh bien, j'ai mis en place des mécanismes, des catalyseurs qui stimulent la fonction et de l'os, et du sang, et de la lymphe.
Donc l'os peut être associé à l'énergie de la profondeur du corps. Le sang peut être associé à une énergie intermédiaire. Et la lymphe a une énergie superficielle. La lymphe, on pourrait dire aussi qu'elle est en relation avec l'individualité, alors que le sang est déjà en relation avec la collectivité, avec la famille, et que l'os est plutôt en relation avec notre lignée. Et lorsque j'ai fini cette étape de cristallisation et pour obtenir des projets de catalyse du corps, bien, j'ai eu la chance et l'opportunité également d'être assisté ou d'être accompagné par un médecin chinois qui vit à Paris, qui est le docteur Liu Jun. Et mon fils, à l'époque, fréquentait l'école Le Kimetao pour suivre la formation du docteur Liu Jun dans le cadre de la médecine chinoise et du Qigong. Et donc, c'est aimablement le concours du docteur Liu Jun qui m'a permis à l'époque de situer des zones réflexes qui correspondaient aux travaux que j'avais faits, et on a obtenu des résultats déjà extraordinaires. Je n'avais pas du tout imaginé aller plus loin. Et donc j'avais fermé la porte du premier programme de biosyntonie, et je faisais d'autres recherches sur les équilibres thermiques des ambiances. Et il s'avère que mes recherches sur ces équilibres thermiques m'ont ramené un jour dans mon laboratoire de recherche à réétudier les disques de céramique que j'avais créés. Et là, j'ai découvert une propriété étonnante pour laquelle je n'avais pas du tout imaginé développer ces mécanismes. Et donc j'ai découvert que mes céramiques étaient dotées d'une fonction de polarisation, une phase active, une phase passive. Et là, j'ai cogité un tout petit peu, et je me suis demandé, qu'est-ce que c'est qu'un point d'acupuncture? Qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Qu'est-ce que c'est qu'un vortex? Comment ça marche? Comment est-ce que l'eau est capable de libérer de l'énergie ou au contraire, eh bien, d'aspirer l'énergie des endocrines? Et c'est ainsi que progressivement, eh bien, j'ai étudié et j'ai découvert toutes les fonctions des vortex. Et bien avant que je découvre les livres de Victor Schauberger, eh bien, j'avais tout à fait intégré dans mon laboratoire toutes ces propriétés que l'on a découvertes plus tard sous la description de ces livres-là. Et je suis allé beaucoup plus loin. Et il s'avère que ça m'a aussi permis de comprendre la physique de l'eau. Ça m'a permis de comprendre comment rendre véritablement les ondes électromagnétiques compatibles avec les fonctions biologiques, puisqu'en réalité, il y a une interdépendance entre les ondes électromagnétiques et l'eau et les fonctions biologiques. Et ça m'a permis de comprendre, par exemple, que lorsque une personne est en dépression, les reins sont en dysfonction, les reins sont en dépressurisation. Et que tout ça, c'est lié. Et que donc ce qu'on a tendance à considérer comme étant psychosomatique, en réalité on est dans la physique des particules, on est dans la physique de l'eau. Et véritablement mon souci permanent, ça a été de ne pas dépasser les champs magnétiques naturels de la planète, puisque dans le cadre de la physique, il y a des niveaux d'énergie, des niveaux de champs électromagnétiques à ne pas dépasser. À ne pas dépasser. Pourquoi ? Eh bien, lorsque vous allez faire une inscription magnétique sur une bande, votre intérêt, c'est de retrouver le message. Et donc, vous allez dépasser la nature, et ce dépassement de la nature va donner au support magnétique un nouveau message qui n'est plus naturel, qui est votre message à vous. Vous avez dépassé la nature. Et lorsque maintenant, on va vouloir effacer votre message, on ne repassera plus par zéro. Il y a, dans le cas de la physique, un champ qu'on appelle le champ coercitif, qui aurait tendance à annuler le message que l'on a inscrit sur la bande magnétique, mais en réalité, on ne repasse plus par zéro. Et donc c'est comme si on avait mis une déclinaison magnétique sur notre GPS. Et si on met une orientation différente par rapport à l'orientation naturelle,
y a-t-il ou pas des conséquences? Et c'est là où il est important de comprendre quel est l'intérêt de la personne qui recherche et qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre, comment il va gérer les espaces de régulation du corps, quelles sont ses intentions, quelles sont ses protections, quelle est sa pertinence. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'individu c'est une conscience qui est véhiculée sur une poussière d'étoiles. Et nous sommes par conséquent tous de passage sur un plan que l'on appelle la Terre. Et donc nous avons sur ce plan-là deux portes qui vont sceller notre expérience terrestre. La première, c'est la naissance, et cette porte-là, elle n'est pas connue du tout. Juste avant, il y a une porte, c'est la porte de l'engendrement. L'engendrement, les conséquences de l'engendrement ne sont pas connues du tout. Et puis, la porte que vous allez passer prochainement, que nous allons passer prochainement, ben, ma foi, c'est la porte de la libération par la mort. Et donc, si, d'une certaine manière, vous vous intéressez à votre santé, eh bien, vous allez aussi vous intéresser à votre évolution spirituelle, non pas seulement sur le plan physique, mais sur les plans non physiques. Et quelles sont les conséquences de la médecine que vous utilisez sur votre corps par rapport à l'évolution de votre conscience. Qui vous êtes? Où allez-vous? Qu'est-ce que vous allez utiliser et mettre en œuvre pour que vous préserviez votre liberté ultime? Et aussi, comment est-ce que vous allez vous libérer du joug des pollutions que vous traversez ou que nous traversons? Puisqu'en réalité, nous sommes tous soumis à une pollution électromagnétique, à une pollution chimique, à une pollution mentale et à un commerce étonnant du vivant. Et que par conséquent, l'homme, c'est plutôt aujourd'hui un esclave, un bic que l'on jette quand on n'en a plus besoin, qui ne sert plus au système. Et si l'on se réfère un petit peu déjà à tout ce qui s'est passé sur la planète, eh bien, je pourrais vous dire que l'homme a réduit certains êtres vivants en esclaves. Et donc, il y a eu les esclaves, il y a eu les dominants. L'homme a vendu de l'opium pour soumettre certaines races et certains peuples. Et aujourd'hui, l'homme vend des ondes électromagnétiques qui modifient un certain nombre d'états de conscience. Et donc après, ça dépend où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Donc c'est un petit peu toute la recherche que j'ai menée depuis l'époque où j'ai travaillé sur l'eau, où j'ai travaillé sur les champs électromagnétiques, où j'ai mis en activité la biosyntonie. Et donc la biosyntonie, eh bien, encore une fois, c'est des matériaux amagnétiques, c'est-à-dire sans champ magnétique résiduel du tout. Justement pour préserver les équilibres dynamiques de l'eau qui structurent le corps humain et permettre au corps et à la conscience d'être connectés, mais aussi d'être connectés sur l'univers, la Terre, et l'univers en mouvement. Et donc à partir du moment où j'ai créé ce premier programme de biosyntonie et que j'ai découvert ce que j'ai découvert, je suis allé un tout petit peu plus loin, j'ai fait d'autres programmes. Et puis il s'avère que j'ai rencontré un médecin qui, lui, avait de graves problèmes de santé puisqu'il avait été intoxiqué au monoxyde de carbone. Mais juste avant d'être intoxiqué, il avait eu la chance de découvrir la biosyntonie et c'est ce qui l'a sauvé dans son expérience. C'est que instantanément, il a utilisé la biosyntonie alors qu'il venait de passer le voile noir, c'est-à-dire pratiquement des séquelles qui étaient irrémédiables au niveau du cerveau. Et la biosyntonie lui a évité d'avoir des séquelles au niveau des fonctions du cerveau. Et puis il a été hospitalisé et les médecins lui ont dit écoutez, votre cas ne justifie pas votre maintien à l'hôpital, par conséquent vous rentrez chez vous. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les polluants avaient migré dans le tissu conjonctif, ce qui l'avait préservé. Mais par contre, dès l'instant où il est rentré chez lui, les polluants se sont retrouvés en circulation, je dirais un petit peu comme ce qu'on a avec les métaux lourds aujourd'hui, parce que beaucoup en parlent. Et donc, les polluants se sont déversés progressivement dans le corps, et il a fallu à peu près une année pour nettoyer le tissu conjonctif correctement. Et c'est là où j'ai mis au point tous les programmes médicaux de la biosyntonie. Le foie, l'estomac, la rate, le pancréas. Et je me rappelle que pour gérer la rate,
Eh bien, j'ai eu 2 étapes. Une première avec les éléments qui étaient à ma disposition, et puis j'ai mis au point donc le programme de la régulation de la rate. Et il s'avère que les résultats qu'on a obtenus n'étaient pas suffisants. Et je ne comprenais pas ce qui n'était pas conforme à la régulation biologique jusqu'au moment. Voilà, donc j'ai compris le mécanisme qui me manquait au moment où des amis au Brésil m'ont invité à venir faire un petit tour au Brésil pour me détendre. Et puis, ma foi, comme je suis un petit peu chercheur dans l'âme, le Brésil m'a été très profitable parce que c'est au Brésil que j'ai trouvé le fonctionnement de la rate. Et lorsque je suis revenu dans mon atelier et dans mon labo, j'ai repris tous les travaux que j'avais faits sur la rate, j'ai créé mes premiers programmes et médicalement on a observé que ça fonctionnait correctement. Or la rate est quelque chose de très important. La rate, c'est en fait notre interprète entre notre aujourd'hui et les informations de nos ancêtres qui sont véhiculées, qui sont présentes, qui sont stockées dans les os de notre squelette. Les os du squelette, les os, ce sont des structures minérales qui ont une possibilité, une propriété, une fonction qu'on appelle piézoélectrique. Cette fonction piézoélectrique va stimuler les globules rouges, le fer plus exactement, qui se situe dans les moelles rouges. Ce fer, c'est une mémoire magnétique. Et donc cette mémoire magnétique, c'est la mémoire de nos ancêtres. Cette mémoire magnétique, elle est quasiment absente sous les personnes qui sont sous l'influence des champs électromagnétiques. Lorsqu'on a un gradient électromagnétique important, on observe que dans les moelles rouges des os, il y a très peu de fer. Et donc il y a très peu de mémoire qui passe. Et donc il y a une altération de la formule sanguine. Ça a été constaté sur des personnes qui sont exposées aux champs électromagnétiques qui passent au-dessus de leur maison. Et donc ce matériau magnétique va être porteur d'une information et va être encapsulé dans la fonction du globule rouge. Le globule rouge, c'est un disque. C'est un disque qui est structuré selon 2 molécules, la partie M et la partie globine, c'est-à-dire que vous allez avoir des millions d'atomes de fer qui se structurent dans le globule rouge, et le cœur, lui, eh bien, il va faire un tourne-disque, il va faire tourner les disques dans le sang artériel et veineux, en sens et en contresens. Et ce mécanisme-là va générer des impulsions électriques qui vont être analysées par le système neurologique. Et cette fois, si notre cerveau est synchronisé, l'activité neurologique passe sur un nouveau mode de fonctionnement qu'en physique on appelle la fonction des hologrammes. C'est la porte de l'éveil spirituel des individus. C'est-à-dire qu'il y a un biologiste américain qui s'appelle Karl Pribram qui, il y a de nombreuses années, a postulé pour le fait que le cerveau humain avait une propriété spéciale qui est celle des hologrammes. Et quand, ma foi, j'avais étudié cette proposition, je me suis dit à l'époque, voilà un bonhomme qui est tombé sur la tête, parce que je n'avais pas le niveau pour comprendre ses travaux. Mais à partir du moment où j'ai requalifié son travail, puisque j'avais aussi évolué dans mes compréhensions, eh ben, je me suis dit, quel génie d'avoir réussi à comprendre ces mécanismes, alors qu'à l'époque où il est formulé, ben, je n'étais pas au niveau de comprendre ces assertions. Et donc le fait, c'est que ce mécanisme du système neurologique, pour moi, est très important, parce que c'est le début de l'éveil de la conscience des individus. Or, il s'avère que dès l'instant où vous allez avoir des champs électromagnétiques qui vont faire leur apparition, il va y avoir un impact sur les rythmes biologiques du corps humain. Une fois que
j'ai sorti mon ami médecin de ses problèmes de santé. Nous nous sommes retrouvés aux États-Unis dans un grand centre de thérapie. J'ai présenté mes travaux. On a eu des résultats très rapides sur des médecins qui ne pouvaient pas soigner leur propre cas. C'était tellement rapide que j'avais l'impression que c'était de la magie. Je ne pouvais pas expliquer. J'avais les résultats. Pour moi, ils étaient inexplicables. Et puis, comme je n'ai pas voulu rester aux États-Unis, je suis rentré en France et là, j'ai rencontré un ostéopathe qui avait travaillé pendant plus de 15 ans sur les rythmes crâniens. Et il avait observé que lorsque le corps fonctionne correctement, donc qu'on est soumis à la régulation de l'homéostasie, le corps se répare tout seul, le rythme du liquide céphalorachidien, donc du diaphragme, est d'à 13 micromouvements par minute. Et lorsqu'il y a un ralentissement ou une accélération de ce rythme, si le diaphragme fonctionne encore, il va y avoir 1,5 point au-dessus, 1,5 point au-dessous. Mais par contre, lorsque le rythme crânien se ralentit de 13 à 11, le diaphragme se bloque. Et généralement, le blocage est dû à une pollution chimique ou électromagnétique. Lorsque le rythme crânien s'accélère, le diaphragme se bloque lorsque le rythme s'accélère à 15 micromouvements à la minute. Et là, le corps est sous la dominante d'une perturbation de type ostéopathique. Les os du squelette ne sont pas à leur bonne position. Et puis il a cheminé avec cette analyse récurrente, systématique sur tous ses patients pendant 15 ans. Et ça lui a permis d'observer que lorsque le mouvement crânien, le rythme du liquide céphalorachidien, se ralentit à 7 micromouvements à la minute, il n'y a plus de drainage suffisant au niveau du système neurologique et apparaissent les troubles neurologiques. Et puis on a observé également que certaines pollutions chimiques et certaines drogues ont fait ralentir le mouvement crânien jusqu'à 5. Et puis, en 2006, quelque chose pour moi qui était fondamental, c'est que le mouvement crânien s'est ralenti à 3. Or, avant cette étape-là, généralement, lorsque les individus étaient en fin de vie, l'âme quittait le corps, le mouvement crânien était rythmé à 3,5. Donc, on est rentré dans un nouveau domaine d'expérience. Mais depuis cette époque, ce que j'observe, c'est qu'autour de moi, il y a beaucoup de zombies. Il y a des gens qui ne me voient pas. Il y a des gens qui me marchent sur les pieds sans problème. Il y a des gens qui ne savent pas que j'existe. Les sourires disparaissent. Les individus sont dans une nébuleuse extraordinaire. Et ma foi, l'inconscience est présente d'une manière permanente et la violence augmente. On n'est plus chez les humains, on est chez les zombies. Et à partir de là, quand j'ai vu ce rythme crânien se ralentir à 3,5, à 3, j'ai émis l'hypothèse que les symphyses crâniennes allaient se bloquer. Mais j'imaginais pas du tout que le blocage, ils allaient le faire aussi vite que ça. J'avais mis une échéance de l'ordre de 3 à 7 ans. Mais avant de passer sur le blocage crânien, peut-être que je vais requalifier l'activité du diaphragme thoracique, si ça vous intéresse. Parce que souvent de fois, on ne sait pas comment son propre corps fonctionne, et donc on ne sait pas comment il est nécessaire ou quelle porte il est souhaitable de pousser pour récupérer les fonctions du corps humain. Et pour moi, toutes les maladies, toutes les pathologies, sauf on dirait les maladies génétiques et encore, proviennent d'un diaphragme bloqué. Aucune maladie ne peut être régulée tant que votre diaphragme est bloqué. Ça sert à quoi le diaphragme? Le diaphragme, il sert à séparer les poumons, le bloc poumon-cœur des viscères. Donc il va séparer l'abdomen, le tronc en deux, l'abdomen et la cage thoracique. Mais aussi, vous allez avoir un mouvement.
rythmique. Ce mouvement rythmique, il va générer une pression sur le foie, l'estomac, la rade, le pancréas, sur les intestins, et puis un tout petit peu plus loin, plus bas, vous avez un espace qui est différent, qui est le petit bassin dans lequel se retrouvent les organes génitaux masculins et féminins. Et on va voir, par exemple, la prostate chez les hommes et les ovaires chez les femmes. Eh bien, peut-être que ça va vous intéresser, messieurs, de savoir que lorsque la prostate est en danger, c'est que le diaphragme, ça fait longtemps qu'il est en vacances. Peut-être que vous allez savoir, mesdames, que lorsque vous avez un problème au niveau des seins, c'est que ça fait longtemps que le diaphragme ne fonctionne pas. Et que la première fonction du corps, c'est le drainage. Lorsque le drainage s'arrête, le milieu biologique se pollue. Et lorsqu'il y a une surpollution, eh bien là aussi, au cours de la nuit, les cellules gliales ne se nettoient pas et on va vers des problèmes au niveau des systèmes neurologiques, au niveau du cerveau. Et donc progressivement, il est important de savoir que il y a deux types de fonctionnement du diaphragme thoracique. La fonction inconsciente et la fonction contrôlée. Si vous faites du sport, si vous faites du chant, si vous faites du yoga, si vous faites des pranayamas, si vous faites des arts martiaux, vous contrôlez l'activité diaphragmatique. Ça ne veut pas dire du tout que votre diaphragme fonctionne au cours du sommeil. D'ailleurs, lorsque, en 2008, je suis allé à Shingu, dans le dojo, un des plus prestigieux de l'île du Japon, et que j'ai mis ma main sur la tête des personnes qui pratiquent les arts martiaux dans ce dojo-là, j'ai eu la stupeur de constater sous mes mains que leur symphyse crânienne était bloquée. Donc c'est déjà la deuxième étape. Je vous parlerai des symphyses crâniennes tout à l'heure, mais je ne m'attendais pas du tout à voir que ces personnes qui ont une compétence d'art martial pouvaient avoir les symphyses crâniennes bloquées. Et donc ça m'a permis de comprendre que, ma foi, au niveau de la planète, il y a un sacré problème. Et donc, le diaphragme, lui, il va drainer le système lymphatique. Lorsque, par exemple, vous avez le docteur Vauder qui a inventé le drainage lymphatique, c'est déjà une pratique intéressante, mais fondamentalement, il n'est pas allé jusqu'au bout des choses, il n'a pas su restaurer la fonction. Il a inventé une pratique médicale. On est quasiment obligé d'aller, d'une manière récurrente, se faire des drainages, des massages, des drainages lymphatiques pour permettre au corps de se nettoyer, alors que le diaphragme fonctionne gratuitement, en permanence, de telle manière à assurer les drainages, les états de pression, etc. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que juste au-dessous du diaphragme, vous avez un petit élément, un petit sac qui s'appelle le sac de Péquet ou la citerne de Péquet. Eh bien, ce mécanisme-là permet de réguler les états de pression de la lymphe. Et il s'avère que lorsque l'on fait des explorations chirurgicales, chez certaines personnes, le sac de Péquet est quasiment inexistant, ce qui est fait dire à certains chirurgiens et médecins légistes que le sac de Péquet, ben, c'était pas anatomiquement normal et que c'était consécutif à une action de type sportive, etc. Ce qui est totalement faux. Si vous essayez de faire marcher votre chauffage central sans vase d'expansion, vous risquez de graves problèmes. Et donc si, dans notre corps, la citerne de Péquet ne fonctionne pas, ça signifie que, et d'un, le diaphragme ne fonctionne pas, et de deux, la lymphe n'est pas nettoyée, et de trois, le système neurologique, tout le cerveau est en danger parce que la nuit, vous n'allez pas avoir de drainage sur les glies. Donc la première des choses, c'est d'avoir un diaphragme qui fonctionne. Le diaphragme, il va avoir une compétence de réguler 3 étages. Vous allez avoir le plancher pelvien, vous allez avoir le plancher crânien, et vous allez avoir l'activité du diaphragme thoracique. Le plancher pelvien
Je ne vais pas vous donner toute la mécanique du plancher pelvien, elle est assez complexe et on n'a pas trop le temps. Mais le plancher pelvien va permettre de synchroniser les surrénales. Or, si vous êtes en déminéralisation, vos surrénales ne fonctionnent pas. Et si le plancher pelvien ne fonctionne pas, c'est parce que votre diaphragme ne fonctionne pas. Si le diaphragme ne fonctionne pas, les reins ne vont pas réguler les états de pression, de température et de phase acido-basique du corps, et par conséquent, progressivement, il va y avoir un décalage du système acido-basique, thermique, et la pathologie, elle va arriver. Et pour faire fonctionner les reins, c'est encore un tout petit peu plus compliqué, c'est que les reins sont mis en activité, c'est-à-dire lorsque les Chinois parlent de Migmen. Vous avez entendu parler de Migmen? Alors, je vais vous faire découvrir quelque chose qui vous appartient. Migmen se situe entre les deux reins. Si vous regardez ce soir chez vous une planche anatomique, vous serez peut-être surpris, mais vous allez observer, si vous prenez deux lignes parallèles, que les deux reins ne sont pas à la même hauteur. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est un accident? C'est peut-être un accident voulu. Parce que fondamentalement, si vous avez un rein plus haut, il va capter plus de cosmique, donc plus d'ultraviolet. Si vous avez un rein plus bas, il va capter plus d'infrarouge généré par la Terre. Et entre les deux, eh bien, il va y avoir un centre mathématique qui va faire la différence. Et comme on sait que le Soleil, enfin, je pense que vous le savez, c'est que le Soleil, lui, il tourne toute la journée, il n'est jamais au même endroit, et que la position du Soleil va déterminer le champ magnétique, l'éclairement, la phase acido-basique dans notre corps et la phase thermique aussi. Et c'est parce que le Soleil bouge, que le champ magnétique bouge, que les reins vont assurer les régulations des fascias et vont faire passer le corps phase nuit, phase jour, phase acido-basique, etc., etc. Toute cette mécanique-là, elle est due à l'acte respiratoire. Si votre diaphragme thoracique s'arrête, vous n'êtes plus en fonction naturelle. Or, il s'avère que certaines personnes se disent, si le diaphragme fonctionne, on meurt. Si le diaphragme ne fonctionne plus, on meurt. Totalement faux. Lorsque le diaphragme s'arrête, il y a une désynchronisation de l'air et de l'eau. Et si on a une désynchronisation du mouvement de l'air et de l'eau, pour éviter que le cœur ne soit blessé par la cadence, par les dysfonctionnements, il y a un blocage du diaphragme thoracique. Et à ce moment-là, le corps va passer dans une respiration secondaire, ici dans le haut des poumons, alors que le haut des poumons en médecine chinoise est dédié aux portes du ciel. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais c'est une fonction qui peut être intéressante pour optimiser les fonctions au cours de l'acte sportif. Mais pour l'instant, aujourd'hui, la plupart des personnes sont en respiration accessoire et pas en respiration primaire. Et donc, toutes les pollutions nous ont amenés jusqu'au blocage crânien. Mais en 2006-2007, lorsque j'ai observé à grande échelle ce blocage crânien, ce blocage diaphragmatique, pardon, je me suis posé la question, d'où ça vient? Et j'ai une réponse à vous proposer. Ça vient de l'acte de naissance. Pas celui que vous enregistrez en disant « je viens d'avoir une fille, elle s'appelle un tel » ou un garçon qui s'appelle un tel. C'est la manière dont les bébés viennent au monde. La femme enceinte, la femme qui va donner naissance, elle est à l'horizontale. Cette horizontalité va générer une pression sur le crâne du bébé qui est excessivement mou. Et pour se dégager de la pression, le bébé tourne la tête. Il vient là de générer une lésion sur les trabécules des os du crâne.
Et cette lésion, elle va être comprimée au passage, donc elle va être encapsulée dans le crâne, et on va la retrouver au niveau du diaphragme thoracique, qui n'a plus sa pression symétrique, mais dissymétrique. Cette pression dissymétrique va se répercuter sur la pression du bassin, et on va la retrouver également sur la torsion des épaules. Et ça va créer, au moment de la puberté, de la poussée de la puberté, toutes les altérations de la colonne vertébrale qui sont la scoliose, la kyphose, la gibbosité, les problèmes de pied, de cambrure, etc., etc. Et puis il y a une deuxième blessure qui se fait. C'est que le bébé, il était dans l'eau, il arrive dans l'air. Et s'il arrive dans l'air, la nature a prévu une adaptation. Et cette adaptation, elle va se passer par l'intermédiaire d'un petit tuyau qui s'appelle le cordon ombilical. Le cordon ombilical, lui, il est enraciné au niveau du nombril et il relie le bébé à sa maman. Par contre, si l'on est un tout petit peu tactile et si l'on observe ce qui se passe sur le cordon ombilical, on prend le cordon ombilical au niveau du corps du bébé, on fait une petite traction et on observe qu'à un certain moment, il y a une petite diminution du volume du cordon ombilical. C'est à cet endroit-là que les animaux coupent le cordon ombilical avec les dents. C'est à cet endroit-là que les vieux Chinois coupaient le cordon ombilical avec les dents. Et si on mesure la distance entre le corps du bébé et la rétractation du cordon ombilical, on est étonné de voir que cette distance, cette mesure, elle est de 21 cm. Ça vous dit quelque chose, 21 cm? C'est la longueur d'onde de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est ce qui permet à notre corps d'être synchronisé sur la nature et sur le ciel par l'intermédiaire de la molécule d'eau. Dans la molécule d'eau, on a 2 hydrogènes, et donc on a un hydrogène qui est en résonance terrestre, un hydrogène qui est en résonance cosmique, et par ce biais-là, l'hydrogène permet la synchronisation de notre fonction biologique. Or, cet hydrogène, on va la retrouver aussi au niveau de la structure de l'ADN, de chaque côté de la double hélice. Vous avez des ponts hydrogènes qui assurent les séquences de synchronisation des protéines. Et si maintenant, vous coupez le cordon ombilical au moment de la naissance à 21 cm, vous savez quoi? Vous restaurez la pression au niveau des poumons. Et il va y avoir une augmentation du flux respiratoire, et vous n'allez pas blesser l'énergie du métal qui va gérer le souffle à la fois pulmonaire et l'activité du gros intestin. Si on ne fait pas ça, l'individu aura des problèmes. Il aura peut-être de l'asthme, il aura peut-être une souffrance toute sa vie, tout simplement parce qu'on a affaire à des hommes qui ne savent pas. Ils ne savent pas. On ne peut pas leur en vouloir, ils ne savent pas. Alors qu'en Asie, ce qu'on va observer, c'est que les femmes donnent naissance à la verticale. À la verticale, que se passe-t-il? Eh bien, la tête du bébé, elle est soumise à une pression symétrique. Il n'y aura pas d'engramme sur les trabécules en rotation, mais vous avez une symétrie sur la pression. Cette symétrie sur la pression préserve la symétrie de la double coupole diaphragmatique, la symétrie au niveau du bassin, la symétrie au niveau des épaules, et vous n'aurez pas de scoliose et vous n'aurez pas de lordose. Ça vaut le coup de savoir comment on fait naître des stars. Et parce qu'on est dépendant de l'édit de Louis XIV qui a dit la femme enceinte, elle doit souffrir au cours de sa grossesse. Nous sommes victimes de plein de choses. Bon. Ce qui est intéressant maintenant, vous le savez, c'est d'avoir des enfants pour pouvoir les faire naître correctement. Et pour ceux qui ne peuvent plus avoir d'enfants, vous pouvez le transmettre à vos filles, etc. Ça peut faire partie de la mémoire collective nouvelle qui permet de savoir faire naître correctement, tout au moins. Après, il y a d'autres clés sur lesquelles je n'aurai pas la possibilité de faire des exposés tout de suite.
Mais déjà, première des choses, le diaphragme doit fonctionner. Et puis en 2007, lorsqu'on a commencé à observer le blocage des symphyses crâniennes, ça s'est véritablement compliqué. Puisque les symphyses crâniennes, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Où ça se trouve? Vous savez ça ou pas? Si on prend le crâne et qu'on essaye de voir comment il est structuré, vous avez un os en avant, c'est le frontal. Vous avez un os en arrière, c'est l'occipital. Et vous avez deux os latéraux, c'est les pariétaux. Ils sont rejoints, et pendant un temps, on a considéré que ces os étaient soudés. Et donc, un médecin américain, le docteur Sutherland, a fait une thèse, et au cours de sa thèse, il voulait démontrer que les os du crâne étaient soudés, et tous les travaux qu'il a menés lui ont permis à la conclusion suivante: les os du crâne ne sont pas soudés, ils sont suturés et ils sont le siège d'un micro-mouvement. Ce micro-mouvement, il a été mesuré ensuite au laser et il a un débattement de l'ordre de 12 à 50 microns. Or, il s'avère que les mains exercées sont tout à fait aptes à vérifier, à apprécier les variations de l'ordre de 1 micron. 1 comparé à 12, la main a sa compétence. Et vous allez beaucoup plus vite que n'importe quel appareil scientifique qui va vouloir vous faire dire plein de choses et qui, au final, ne vous donnera pas les résultats que vous pourrez obtenir très rapidement sur les fonctions biologiques. Or, il s'avère que les symphyses crâniennes qui sont là, elles doivent bouger. Et qu'est-ce qu'elles font? Quel est leur rôle? Le premier des rôles qui a été découvert dans le cadre de l'ostéopathie, c'est le drainage des tissus biologiques. Mais je vais anticiper un petit peu parce que mes recherches à moi m'ont posé un questionnement suivant. Est-ce que le corps est capable de se réparer tout seul? En principe, oui. Est-ce que le corps est capable de fabriquer les molécules qui le manquent? Si on se réfère aux travaux de Louis Carvrand, qui a travaillé sur l'alchimie et les fonctions de régulation à basse énergie, il a observé que la nature est capable de faire ce qui lui manque. Or, aujourd'hui, dans le corps des personnes qui souffrent, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et donc, c'est ce qui vous amène vers les compléments alimentaires. Donc, la question est la suivante. Où se fabriquent les cellules souches? Qu'est-ce que c'est que l'homéostasie? Comment le corps se répare tout seul? Et qui a la clé? Où se situe la clé qui permet au corps de fonctionner correctement? Eh bien, en faisant des recherches sur les anciennes civilisations taoïstes, et justement sur la poésie que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au ciel de préconception, c'est-à-dire que nous avons signé un bon de commande pour une voiture qu'on appelle le corps humain, ou un véhicule qu'on appelle le corps humain, dans sa polarité homme ou femme, avec la description que je vous ai donnée tout à l'heure par rapport à l'énergie. Eh bien, quand j'ai eu bien en main l'activité du liquide céphalorachidien, j'ai émis l'hypothèse que le mouvement du liquide céphalorachidien était différent dans un corps d'homme et dans un corps de femme. Et que par conséquent, il y a une rotation du liquide dans la colonne vertébrale qui n'est pas la même chez l'homme et chez la femme. Et donc j'ai imaginé dans un premier temps qu'à la base du crâne, il y a un trou qui s'appelle l'orifice de Magendie, qui lui avait une cannelure, c'est comme un canon de fusée qui était strié. Donc cette strie-là, elle était différente chez l'homme et chez la femme, et c'est cette strie qui permettrait au liquide céphalorachidien, liquide qui est dans la colonne vertébrale, qui bouge dans la colonne vertébrale, d'être animé d'un micro-mouvement rotatoire inverse chez l'homme et chez la femme. Et puis comme, ma foi, mes mains ne pouvaient pas rentrer dans la colonne vertébrale des personnes, eh bien je me suis posé la question, où est-ce que je peux contrôler ce que je pressens? Eh bien j'ai mis mes mains sur les pariétaux, sur les os du crâne, de chaque côté de l'apex. Et là j'ai fait des découvertes qui sont fantastiques. C'est que j'ai découvert que
Lorsque les os du crâne fonctionnent correctement, le pariétal de droite anticipe le mouvement par rapport au pariétal de gauche chez les hommes au cours de la journée. Et chez les femmes, au cours de la journée, le pariétal de gauche anticipe le mouvement par rapport aux droites au cours de la journée. Et ensuite, on a contrôlé ce qui se passe la nuit. Eh bien, on a observé qu'au coucher du soleil, il y a une inversion du mouvement. Et donc, on a une phase jour et une phase nuit. Ce que je vous dis là, c'est une révolution dans le sens où les molécules qui sont fabriquées par les endocrines dans un corps masculin et féminin n'ont pas la même kylarité. C'est-à-dire que lorsque la lumière traverse une molécule, à la sortie de cette molécule, la lumière est animée d'un mouvement de rotation, lévogire ou dextrogire. Et jusqu'au moment où je vous parle, dans toutes les fonctions biologiques, il a été établi qu'une molécule artificielle a un pas rotatoire différent de la molécule naturelle. Alors j'aurais peut-être tendance à dire que l'homme est naturel et la femme artificielle. Je vois qu'en réalité, il y a un autre phénomène qu'on peut aussi observer, c'est que selon certains écrits, il a été dit que la femme a été extraite de la côte d'Adam. En réalité, on peut lire autre chose. On peut lire que le principe était avant tout androgyne et qu'il y a eu une séparation des polarités, donc des côtés de l'énergie, de la rotation de l'énergie différente chez l'homme et chez la femme. Auquel cas, ma foi, que le véhicule soit masculin ou féminin, le pilote à bord, c'est une conscience divine en voyage. Donc l'un et l'autre a le même droit. Et je dirais, les différentes civilisations, les différents individus, les différentes couleurs de peau, ce sont des habits. Mais les consciences qui sont aux commandes des différents corps de la planète, ce sont des parcelles de la divinité cosmique. Et donc on est tous justiciables du même droit. Après, vous faites ce que vous voulez dans la philosophie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire fonctionner le corps humain. Après, vous regardez un petit peu comment ça fonctionne, mais il est intéressant de voir que par l'intermédiaire du Tao, de la Chine ancienne, on est capable déjà d'apprécier qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir qu'il y a une différence ici dans l'activité des pariétaux. Eh bien, tant que vos pariétaux ne sont pas synchronisés sur la génitale interstitielle, votre corps a perdu sa possibilité de se réparer tout seul. Donc, vous avez besoin du médecin. Mais le propre médecin, il se situe dans les pariétaux. Et les pariétaux sont en relation avec la génitale interstitielle. Donc dans la fonction génitale, on a deux types d'activités. On a la fonction exocrine qui permet à l'espèce humaine d'avoir une perpétuité, d'avoir des enfants, d'avoir une descendance. Et puis il y a la fonction endocrine qui va permettre de générer, de créer la moelle des os, la moelle des nerfs, la moelle du cerveau et les cellules souches. Par contre, une fois qu'on a généré des cellules souches, c'est des cellules qui sont indifférenciées. Donc le corps, il ne sait pas les utiliser. Quels sont les agents, quelles sont les fonctions qui vont permettre au corps d'utiliser les cellules souches? Le foie, à la hauteur de 20%, et les reins, à la hauteur de 80%. Or, si votre diaphragme ne fonctionne pas, le foie n'est pas massé, il est incompétent. Le nombril n'est pas en activité, vous n'aurez pas l'activité de Migmen. Migmen, c'est l'énergie ancestrale entre les reins, c'est la porte du destin, c'est le pouvoir vivre et le vouloir vivre. Si les reins ne fonctionnent pas, les gens peuvent se suicider sans problème. Ils ne sont plus connectés à la terre, ils n'ont plus la capacité de vivre, ils sont en souffrance. Et c'est une dépressurisation de l'eau des reins qui est due
un dysfonctionnement du diaphragme thoracique. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Or, il s'avère que lorsque vous allez consommer les compléments alimentaires, etc., si votre diaphragme ne fonctionne pas, eh ben, votre corps ne peut pas les utiliser. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'avant tout, il faut retrouver une vision du corps, restaurer les fonctions naturelles, et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir aller vers l'alimentation que vous souhaitez, que vous comprenez, que vous appréciez, ou au contraire que vous allez quitter. Parce que là aussi, je ne vais pas rentrer dans le concept alimentaire, mais il y a un sacré mensonge autour de tout ça. Donc vous avez intérêt à faire les pionniers pour que vous soyez bien vous-même. Parce qu'il y a tout et son contraire, mais quand vous comprenez véritablement les besoins utiles à votre corps, ben vous commencez à faire du ménage. C'est comme ça que ça marche. Et donc le fait, c'est que dans le cadre de la biosyntonie, si vous avez bien compris, les biocéramiques, les biocatalyseurs que j'ai mis en place vont permettre petit à petit et progressivement de réaligner toutes les perturbations qui sont engrammées dans le corps pratiquement depuis la naissance. Mais certaines personnes disent savoir c'est bien, mais si vous n'expérimentez pas, le savoir ne vaut rien. L'expérience, c'est l'expérience, et le savoir, c'est pas la connaissance. Et donc, tant qu'on reste un petit peu en dehors de l'expérience, tant qu'on n'a pas pratiqué, quand on n'a pas pratiqué sur un terme plus ou moins long, eh bien, on sait que ça marche, on présuppose que, mais en réalité, on n'a pas les résultats. Tout simplement parce qu'on n'a pas mis les outils en activité, et donc on n'a pas les bénéfices. On en est où, Estelle, ça va? Une heure, presque. On a presque une heure. Donc vous avez peut-être des questions à poser. Je vous vois perplexe. Non? La biosyntonie. Oui. La biosyntonie. Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, là, puisque je vais redire ce que c'est que la biosyntonie, en fait, se trouve à la convergence de plusieurs disciplines. La première discipline, c'est la médecine traditionnelle chinoise, donc l'acupuncture. La deuxième discipline, c'est l'homéopathie, donc on pourrait dire que c'est une médecine d'information. Et la troisième discipline, c'est l'ostéopathie. Et dans le cadre de l'ostéopathie, il y a plusieurs rubriques. La première rubrique, c'est l'ostéopathie structurelle. Et d'ailleurs, lorsque l'ostéopathe avait découvert mes travaux, il avait aussi observé que non seulement le diaphragme se remet à fonctionner tout seul, mais qu'en plus, le bassin se mettait droit tout seul. Il retrouvait son équilibre, tout seul, sans manipulation. C'est pour ça que j'indique aussi que la biosyntonie, c'est une forme d'ostéopathie sans manipulation. Tout est basé, selon mes concepts, sur les pressions de l'eau et les pressions de l'air dans le corps humain. Et la stimulation se fait par des catalyseurs. Et les catalyseurs, il y a plusieurs. J'ai créé de nombreuses techniques. Et ces nombreuses techniques permettent d'asseoir ou d'évoluer dans des niveaux complémentaires et complètement différents. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que le corps, lui, il est en déshydratation tissulaire. Ça, c'est dû à toutes les pollutions électromagnétiques que l'on rencontre, mais également au fait que l'eau que l'on boit est soumise aux radiations électromagnétiques, donc c'est un feu dans l'eau, et ce feu dans l'eau a des conséquences dans notre corps sur l'activité du cœur et l'onde de pouls. C'est-à-dire, lorsque le cœur pulse le sang dans l'artère, il y a déjà du sang présent dans l'artère, et donc si l'artère est très souple, il va y avoir un canal qui s'ouvre et qui est très perméable, et donc il va y avoir une longueur qui est importante.
Ça va toucher toutes les endocrines du corps humain. C'est un petit peu comme si on jouait avec une harpe celtique ou avec une guitare indienne, le fameux sarod, qui lui manipule et génère toutes les chants, les harmoniques dont le corps a besoin. Et plus le système biologique se déshydrate, plus les artères se sclérosent. Et donc, il va y avoir une diminution du vestibule à la sortie, et progressivement, l'onde secondaire se rapproche de l'onde primaire, et à un certain moment, l'onde secondaire dépasse l'onde primaire. Elle anticipe la présence de l'onde primaire. Et là, on commence à avoir des problèmes sérieux, parce qu'il y a un vieillissement prématuré de l'organisme, parce qu'il y a une fragilité importante, parce qu'on va observer, bien qu'il va y avoir de l'électrosensibilité, toutes les pollutions, enfin, tous les problèmes dits modernes qui peuvent s'expliquer différemment et avoir des résultats de résolution si on a bien compris les mécanismes qui sont en présence. Mais je dirais qu'avant tout, tant qu'on n'a pas restauré le diaphragme et l'activité des os du crâne, on n'a rien fait. Et j'irai plus loin, c'est que si votre diaphragme ne fonctionne pas et si vos symphyses crâniennes ne fonctionnent pas, et si je suis dans la perspective des bouddhistes, etc., ben je vais dire que vous, au moment de la mort, vous êtes dans les bardeaux. Vous avez perdu votre liberté ultime. Vous devenez des fantômes errants dans un univers inconnu. Ça vaut peut-être le coup de s'en occuper. Après tout, ça c'est une perspective lointaine, mais enfin peut-être pas pour certains, puisqu'on ne sait pas à quel moment on va passer la porte du temps. Ce qui m'intéresse, c'est l'aujourd'hui, comment ça fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les fonctions. Et donc la biosyntonie, ça se décline aussi avec des choses très simples, qui sont des petits disques comme celui-là, qu'on va mettre au niveau de la ceinture, en positionnant un disque sur la colonne vertébrale, un disque de chaque côté des iliaques. En l'espace de 5 minutes, le mouvement crânien retrouve son activité et le diaphragme thoracique aussi. Et si on veut aller un tout petit peu plus loin, eh bien, il y a des techniques qui permettent de rééquilibrer l'activité de la polarité homme-femme par rapport au pariétaux, le gauche qui anticipe le mouvement pour la femme, le droite qui anticipe le mouvement pour l'homme. Et donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec une activité correcte des cellules souches, de l'homéostasie, etc., etc. 3 petits disques, ça vous change la vie. Et avec ces 3 petits disques, il y a des personnes qui ont quitté leur souffrance dans un lit depuis plus de 30 ans. Ça vaut le coup de savoir comment... Et se faire un petit cadeau à soi-même. Puisqu'en fait, ce n'est pas le voisin qui va vous faire un cadeau, c'est vous-même qui allez vous prendre en charge. Et un programme comme ça, ça peut aider toute la famille. Et je dirais même que si vous avez des animaux à la maison, vous pouvez faire un petit mandala au niveau de l'animal et parfois lui permettre de retrouver une mobilité qu'il n'avait plus, parce que le bassin va se décoincer, parce qu'eux aussi, ils sont victimes de l'activité des symphyses crâniennes par la Wi-Fi, par les ondes des téléphones portables, etc., etc. Donc, on peut, avec des choses toutes simples, retrouver un équilibre et retrouver une bonne humeur et retrouver une paix intérieure. Où on trouve où est-ce qu'on peut les trouver? Le stand C23, Terre de Lys. Vous-même, vous êtes Et moi, je suis le créateur du système. vous avez un cabinet? Non, je reçois personne. J'anime des séminaires de biosyntonie de temps en temps, parce que là, je suis un petit peu en vacances. J'ai pris une petite année sabbatique qui se prolonge, puisque j'ai aussi des activités aux États-Unis que je privilégie en ce moment. Voilà. Et ça s'appelle comment on va suivre? Alors, ce petit programme-là, il s'appelle Vitalis Master. Donc, c'est le résultat de toute une épopée, puisqu'en fait, quand j'ai rencontré l'ostéopathe, donc M. Gérard Prévost, qui lui sévit, exerce en Bretagne,
quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué le résultat qu'il obtenait avec le matériel que j'avais déjà créé. Et puis, je lui ai dit, bah, c'est pas tout à fait ce que je souhaite faire avec cette technique-là. Donc, j'ai créé un programme spécial, puisque les produits qu'il utilisait pour relancer son activité ostéopathique, il utilisait des disques qui ont la compétence de stimuler la fonction de l'os. Et donc, dans cette fonction utilisée, l'onde qui est libérée par le corps se propage de la tête vers le sacrum, et la qualité de l'énergie qui se propage de la tête vers le sacrum, c'est une onde froide. Or, il s'avère que lorsque le corps il est un petit peu sclérosé, il est plutôt utile d'avoir affaire à une onde chaude. Et donc, j'ai créé un programme particulier que j'ai appelé Vitalis. Et ce Vitalis-là, eh bien, il permet au corps de libérer une onde chaude du coccyx vers le crâne. Et donc ça, c'est une technique qui a duré très longtemps. Et puis on s'est retrouvé effectivement bloqué par l'activité de la Wi-Fi. Et donc, cette technique qui a été utilisée en cabinet depuis de nombreuses années, d'un seul coup, elle n'a plus eu sa compétence. Et donc, ma foi, M. Prévost m'a téléphoné en me disant, écoutez, je ne comprends pas, depuis le début de l'année, j'ai véritablement des problèmes, je ne peux plus relancer mes symphyses crâniennes correctement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour activer ça? Donc, j'ai créé un autre programme complémentaire à celui-là. Ce programme Vitalis de base, il travaille sur le liquide céphalo-rachidien. Et le deuxième programme complémentaire que j'ai créé à l'époque, je l'ai appelé Tsunami. Ça vous dit peut-être quelque chose, les tsunamis. C'est la puissance de la mer en action. Et donc ces trois petits disques-là, au départ, les trois Vitalis, j'en mettais un de chaque côté des oreilles, un au niveau du périnée, et puis le tsunami que j'ai créé, donc les trois disques, je l'ai mis autour de la ceinture pour stimuler ce que les Chinois appellent le hara. Alors, dans notre langage, le hara, on ne sait pas tout à fait ce que c'est, mais peut-être que si j'explique que lorsque les femmes ont un prolapsus de l'utérus ou une descente d'organes, c'est le hara qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est qu'un prolapsus? Qu'est-ce que c'est qu'une descente d'organes? Quand vous avez un poids qui pèse sur la vessie, c'est un commencement. Lorsque vous avez l'utérus qui descend, c'est un deuxième commencement. Lorsque vous avez la matrice qui arrive jusqu'au genou, c'est vraiment une fin. Je vois des personnes qui sourient et pourtant c'est des tableaux cliniques qu'on observe en gynécologie. D'accord? Et en fait, c'est parce que les reins ne fonctionnent pas, que le gros intestin ne fonctionne pas et que le péritoine ne fonctionne pas, que les fascias ne fonctionnent pas. Et le fascia du péritoine, c'est ce que les Chinois appellent le hara. Le hara, c'est la relation du gros intestin qui génère de la chaleur humide dans un volume qui s'appelle le péritoine. Donc le péritoine, c'est un sac de réception. Et cette enveloppe va se gonfler au cours de la journée et se dégonfler au cours de la nuit. C'est le maître des fascias du corps humain. Il y a 3 niveaux de fascia. Il y a le fascia au niveau des viscères, il y a les fascias au niveau des muscles, et il y a les fascias au niveau des os, des os. D'accord? Donc tous les os sont dans des aponevroses qui sont des fascias. Le scalp, c'est un fascia. La peau du crâne, c'est un fascia. La peau, c'est aussi un fascia. Et donc ces fascias, la pression des fascias, elle peut être mesurée, et elle est au minimum pour un organisme en bonne santé, de 1,33 kg par cm² de peau. Si vous n'avez pas 1,33 kg par cm² de peau, eh bien vous entrez dans une catégorie qui fait que vous allez être sensible aux événements des climats.
Et donc lorsque vous rentrez dans des périodes, dans des moments de turbulence, dans des moments de tempête, etc., eh bien, vous allez sentir une nervosité, c'est parce que vous n'avez pas de pression des reins qui vous donne une pression de peau et qui vous permet d'être isolé par rapport aux pressions atmosphériques. C'est une question de fascia, c'est une question de péritoine, c'est une question d'eau, c'est une question de diaphragme, c'est une question de symphyse crânienne, c'est une question d'incompétence médicale. Et lorsque les femmes sont victimes de prolapsus de l'utérus, c'est une question de diaphragme, c'est une question de rein, c'est une question de foie, c'est une question de gros intestin, c'est une question de péritoine, c'est une question d'eau sous pression, c'est une question de pression gazeuse, c'est une question de poumon à travers les nitrogénases. Tous ces mécanismes-là sont associés à la position des organes dans le ventre, et c'est encore une question de pression. Cette pression, elle est régulée entre le jour et la nuit, elle dépend des reins, et cette pression-là, elle va jouer aussi sur le péricarde, et le péricarde joue sur la pression jour et la pression nuit, et fait passer le cœur dans une fonction système artériel pour le jour, système veineux la nuit, système électrique le jour, système magnétique la nuit. C'est pour ça que la nuit, le corps est magnétique, et si on est soumis aux pollutions électromagnétiques, il va engrammer et il va fixer les pollutions de l'environnement. Il va fixer les pollutions de l'environnement parce que sa propriété est magnétique. Est-ce que vous comprenez? C'est une question de polarité, de variabilité de la polarité, de mouvement de vie, de soumission avec l'environnement, de compréhension des mécanismes. C'est simple. Comment soigner? Avec ça déjà, ces disques-là vous relancent l'activité du diaphragme thoracique, vous relancent l'activité des symphyses crâniennes, et ces disques-là, ils vont un tout petit peu plus loin parce que depuis 2012, nous sommes bénéficiaires d'une nouvelle technologie qu'on appelle la 4G. Et donc nous sommes bénéficiaires d'un nouveau problème qui touche l'activité neurologique à l'intérieur du crâne. Il y a un blocage des symphyses crâniennes et le référentiel en question, c'est le référentiel hydrogène qui se situe dans les microtubules à l'intérieur du système neurologique du cerveau. Et pour que le corps se préserve de la 4G, il bloque les symphyses crâniennes. Donc le paysage médical, le comportement du corps est complètement différent du blocage des symphyses crâniennes qui a sévi vers les années 2006-2007. Si on fait abstraction à tout ce qui se passait avant, et si vous êtes simplement sous la dominante de la 4G, eh bien, sur le plan ostéopathique, vous avez un blocage du diaphragme, des symphyses crâniennes, vous avez une petite amplitude au niveau du diaphragme thoracique, vous n'avez aucun mouvement au niveau du sacrum, par contre, le sacrum n'est pas bloqué. Ça, c'est la signature de la 4G. Et donc, j'ai adapté tous mes travaux pour régler les problèmes de la 4G, y compris au niveau de la stimulation du corps. Et puis, j'ai anticipé un tout petit peu plus, puisque dans le cadre de la biosyntonie, j'ai travaillé sur beaucoup de fonctions, et que je présuppose que très prochainement, les nouvelles, la 5G, la 6G, etc., va avoir des agressions à la fois sur l'activité de l'oxygénation du sang au niveau des poumons et à la fois sur l'activité de l'azote au niveau du péritoine. Et il va y avoir une autre conséquence, c'est une désynchronisation de la fonction de la rate qui donne la compétence à toutes les endocrines et à tout le sang. On est dans un monde de fous. Mais vous le savez. Est-ce que cet équipement est compatible avec l'utilisation des plantes? Avec l'utilisation des plantes? Ah ben évidemment. Évidemment. C'est pas incompatible? Pas du tout. C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez tout d'abord la fonction naturelle du corps, et puis ensuite vous avez toute la phytothérapie. La phytothérapie, si vous la maîtrisez, elle est tout à fait bénéfique. Par contre,
ce qu'on aurait tendance à observer, c'est que dès l'instant où on passerait la barrière des 40 degrés, eh bien, il y a tout un certain nombre de mécanismes biochimiques qui vont nous échapper. Et la pasteurisation, c'est quelque chose à ne pas faire. Si on se réfère aux travaux du professeur Louis-Claude Vincent, il suffit de lire ses ouvrages, il suffit de lire son travail pour observer que tout ce qui a été pasteurisé est source de cancer. Donc la stérilisation aussi. Ah oui. Et si vous reprenez également les travaux du docteur américain Norman Walker, il va tout à fait dans ce sens. Et il précise encore plus l'aspect bénéfique de tout ce qui est cru. Tout ce qui est cru. Dès l'instant où on passe la barrière des 40 degrés, on perd une qualité énorme des produits. Et vous avez des produits qui sont excellents crus et qui sont toxiques lorsque vous les avez cuits, comme l'oseille, comme la rhubarbe, etc. On en a à découvrir. Oui, madame. Je voudrais savoir les disques. Oui. Ils sont construits en base de quelle matière? C'est de la céramique. C'est de la céramique. Donc cette céramique-là, elle a subi un traitement dans mon labo, de telle manière à avoir des compétences à différents niveaux du corps. La recherche que j'ai faite, c'est d'éviter d'utiliser des aimants ou des champs magnétiques parce que, pour moi, les aimants ont une propriété sur l'activité des colloïdes, des ions et des cations. Il suffit de reprendre les travaux du biologiste anglais qui s'appelle Martin Chaplin, qui explique sur Internet tous les méfaits des aimants sur les colloïdes. Et ensuite, il y a un autre phénomène pour moi qui est très important, c'est que dès l'instant où on dépasse le champ naturel magnétique de la Terre, on va désorganiser le milieu colloïdal en termes de boussole. On perd la boussole, on perd l'orientation de l'espace-temps, et donc il y a des préjudices sur le système endocrinien. Donc c'est pas bon d'utiliser des aimants sur nous, sur le corps. Ben, vous avez compris. Le magnétisme humain n'a rien à voir. Le magnétisme humain, c'est un magnétisme qui suit la loi de la nature biologique. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le magnétisme biologique est soumis au gradient magnétique du lieu dans lequel s'exprime l'humain. Alors qu'un aimant, c'est quelque chose de figé. Oui. Ouais. Ouais. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne peux pas tout dire. On est dans un espace qui est commercial. Moi, j'ai un centre. Je vends des produits. J'explique des choses. Mais je ne peux pas aller au-delà de certaines explications. Parce que, après, vous prenez vos références. Mais fondamentalement, en ce qui me concerne, je travaille sans électricité et sans aimant pour préserver la biologie du corps par rapport à sa compétence naturelle, parce que mon souci, c'est pas que vous retrouviez la santé, c'est qu'en plus, vous retrouviez votre liberté ultime au moment de la mort. En plus, vous soyez libre. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas comprendre. C'est l'alchimie du temps qui permet de préserver l'individu sur sa chaîne d'évolution. Et je vais vous donner un exemple. C'est que dans les traditions taoïstes, il est précisé qu'il y a 1 mois pour la conception et 11 mois pour l'abstinence. Et je vais préciser ce qui se passe. Je ne vais pas vous donner la date de la conception idéale, vous la cherchez. Mais les vieux taoïstes expliquaient que lorsque l'engendrement est sous les auspices d'un ciel cohérent, la gestation, les 280 jours de gestation,
vont bénéficier de l'alimentation qui correspond à la structure des méridiens du corps humain. L'individu est en cohérence avec la terre et avec le ciel. Et à partir de ce moment-là, les individus qui naissent parce que l'on a compris et parce qu'on a respecté les lois de la nature vont être des individus qui seront des êtres évolués, plus accomplis que ceux qui sont nés sous les cieux chaotiques, avec une alimentation qui ne correspond pas à la structure des méridiens du corps humain. Donc on est dans un décalage. Ce décalage, on va rechercher toute sa vie à se retrouver en phase avec. D'accord? Et de ce schéma, il va naître deux catégories d'êtres humains. La première, c'est ceux qui ont la possibilité d'expliquer, qui ont la possibilité de diriger, qui ont la possibilité d'enseigner, qui seront des poètes, des chercheurs, etc., des transmetteurs. Et puis les autres, si on a la chance d'être dans une civilisation traditionnelle, ce sont des élèves, des individus qui viennent apprendre, des individus qui découvrent, mais qui n'ont pas la compétence de transmission. Ce sont des apprentis. Maintenant, si on est dans l'autre catégorie, apparemment dans laquelle on se situe, ben vous avez les manipulateurs et vous avez les manipulés. Et je vais aller plus loin. C'est que dans le cadre de l'acupuncture, vous avez la même pathologie. Le consultant vient, il est dans la classe des dirigeants. Le consultant vient, il est dans la classe de ceux qui doivent servir. On va donner de l'énergie mécanique à la personne qui doit servir et on donnera en plus de l'intelligence, de l'énergie pour l'intelligence à celle qui doit commander. Et moi, dans le cadre de la biosyntonie, j'ai un autre point de vue. C'est que je considère que vous participez tous à l'énergie de chaîne, c'est-à-dire la conscience divine en voyage, et que la biosyntonie, c'est un passeport pour la liberté. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez qui vous voulez, c'est pas mon problème, mais c'est à vous de décider. Et vous pratiquez, mais sachez simplement que tous les phénomènes qui m'a, comment je vais dire, étonné, c'est que lorsque j'ai fait faire les études de l'eau sur mes travaux au laboratoire de la physique de l'eau de Moscou, le professeur Zénine et son équipe ont classé l'eau de mes cruches revitalisée dans la rubrique des eaux sacrées de haute montagne avec un profil antibactérien. Et quand on sait ce que c'est que l'eau dans les traditions, l'eau est porteur de la conscience du temps ou de la manipulation du moment. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc, vous voulez savoir quoi de plus? Est-ce que ça a un impact positif sur l'arthrose ou bien les rhumatismes? De toute manière, tout est positif, mais si vous avez une situation d'arthrose, c'est que déjà vous allez pouvoir faire une consommation de citron tous les matins. Mais généralement, l'arthrose, elle provient de quoi? Elle provient d'un phénomène, c'est que la fonction acido-basique des reins ne fonctionne pas depuis longtemps. Ne fonctionne pas depuis très longtemps. Parce que le corps, il est fait pour se réparer tout seul. Donc les phases acido-basiques dans la nature, au cours des heures de la journée, évoluent. Dans notre corps, évoluent. Si donc vous êtes dans un système d'arthrose, c'est que vous avez une fixation, vous avez un blocage sur la variation du pH. Maintenant, il faut peut-être remettre en cause aussi son alimentation. Ok? Mais puisque vous êtes là, et bon, éventuellement, si vous voulez qu'on fasse une toute petite expérience, je peux vérifier si vos surfaces crâniennes fonctionnent. Et puis, je peux même vous les débloquer en public. Ok, donc on va mettre la chaise de ce côté-ci, là. Et on peut vraiment rester assis. Je vais vous décaler, je vais juste mettre mes mains sur son crâne. Donc,
donc, pour moi, cher monsieur, vous avez une tête inerte. Ça ne marche pas. Je vais vous la faire marcher. Donc, dans ces petits goussets-là, il y a des disques. Penchez-vous un tout petit peu vers l'avant. Levez. Voilà, penchez-vous un petit peu sur l'avant. Voilà, c'est bon. Vous avez un cabinet? Non. En fait, je ne reçois pas. Ouais. Non. Non, donc là, si vous voulez, je fais juste... Alors, attendez, vous allez mettre, voilà, vos mains là, comme ça, de telle manière à ne pas faire de pataquès avec les méridiens. Et puis, il suffit d'attendre l'heure où vous allez respirer correctement, mais ça va arriver assez vite. Parce que si vous faites véritablement attention à la manière dont votre corps respire, vous observez que le ventre, il ne fonctionne pas. Et pourtant, je vais régulièrement essayer. C'est pas un problème, ça. Vous pouvez avoir un bon transit intestinal et puis ne pas avoir de diaphragme en activité. Ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs qui sont différents. Le diaphragme, c'est pour la respiration. Pardon ? Le diaphragme, c'est pour la respiration. Le diaphragme, il est pour la respiration, mais il va aussi gérer l'activité du plancher pelvien, l'activité du plancher crânien, le drainage au niveau des humeurs et donc de la lymphe, l'activation de la citerne de Péquet. Tous ces mécanismes-là sont hyper importants. Vous aurez aussi une activation de la veine porte. Donc le foie, lorsque le foie n'est pas suffisamment activé, il va perdre la capacité de générer des acides particuliers qui permettent de créer les méridiens du corps. Et donc lorsque le foie a perdu sa fonctionnalité, les méridiens ne vont pas se synthétiser correctement. Et donc la communication dans les différentes fonctions du corps, elle commence à être aberrée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains cas, vous avez des personnes qui sont rebelles à l'acupuncture. L'acupuncture ne marche pas. Ça ne marche pas. Ouais. Ouais. Mais oui, mais parce que vraisemblablement vous avez les symphyses crâniennes bloquées et que le foie n'a plus de drainage. Ce drainage du foie est très important parce que notamment au cours de la nuit, vous allez avoir une dégradation des globules rouges. On va fabriquer les biles, la biliverdine et la bilirubine, qui va permettre également d'avoir une action de réchauffement au niveau du corps et donc de régler la pression dans les fascias et aussi d'avoir une régulation au niveau du cerveau. Donc tous ces mécanismes-là proviennent du foie. Et ces mécanismes du foie sont stimulés par l'activité du diaphragme thoracique. Donc si le diaphragme est en vacances, vous êtes en souffrance. Et la ceinture pour la garder longtemps? En principe, c'est 10 minutes. Donc c'est 10 minutes. Pas plus de 10 minutes parce que... Oui. Pas plus de 10 minutes parce que depuis 2012, les individus sont victimes d'une déshydratation des tissus biologiques qui a des répercussions sur l'activité cardiaque. Alors si vous avez une eau qui n'est pas revitalisée, elle n'est pas suffisamment hydratante. Si vous avez une eau revitalisée, et ça dépend de quel principe de revitalisation, ouais. Alors après, il y a plein de choses. Moi, j'ai travaillé sur la relation de l'hydrogène sur la synchronisation des endocrines. Donc les travaux que j'ai menés sont en relation avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ok ? C'est-à-dire, l'arthrose, ça ne disparaît pas comme ça en 30 secondes. Là. Je ne suis pas Jésus et je ne crie pas dans le désert. Oui, madame. Monsieur, comment savoir si les diaphragmes marchent mal? Il faut simplement observer comment vous respirez, comment vous êtes à l'aise.
Oui. Si vous êtes fatigué, si vous êtes angoissé, si vous ne réussissez pas à vous dégager des états psychologiques. Parce que, en général, quand on reçoit une information qui nous chagrine, qui nous perturbe, le diaphragme se bloque. D'ailleurs, on dit bien que ça bloquait. On a eu un blocage. Ce blocage, c'est le blocage du diaphragme. Et on est de plus en plus, enfin on est très soumis aux perturbations du diaphragme parce que dans notre enfance, nous sommes nés avec la tête en rotation. Donc on est perturbé grâce à Louis XIV. Oui. Oui. C'est aussi lié au diaphragme. C'est lié au diaphragme. Pourquoi dites-vous qu'on a la tête en rotation à partir de Louis XIV, par exemple? Ben parce que la femme, elle accouche à l'horizontale. C'est une conséquence. Qu'il faudrait accoucher Qu'elle accouche à la verticale. accroupi comme on a fait. Les naissances naturelles sont sophistiquées et la venue au monde n'est pas un acte médical mais naturel. Il n'y a aucun problème. C'est qu'on a mis la peur partout et donc à partir de là, les gens ne s'en sortent plus. Moi, ce que je vois chez vous, cher monsieur, c'est que vous avez la tête un peu de côté. Moi, Ouais. la tête un peu de côté, Ouais. c'est-à-dire. Ah, c'est-à-dire, vous me regardez, vous êtes comme ça. Ah bon. C'est à cause de la lumière. Ah, c'est pas à cause de la lumière. Bon. Apparemment, c'est à cause de la lumière, mais non. Je vais regarder comment ça se passe là-haut. Excusez-moi. Restez. Bon, là, ça commence à marcher. Vous sentez que vous avez une détente. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Par contre, je vais regarder un petit peu quelque chose. Donc, je vais faire marcher votre système comme si vous étiez un homme. C'est-à-dire que les pariétaux. En fait, je vais pas l'influencer, simplement, il va vous dire ce qu'il a perçu dans la première étape. Oui, j'ai senti une nette détente. Je me sens un peu plus reposé, mais j'ai senti que j'ai un peu plus chaud. Voilà. D'accord. Donc la chaleur, c'est aussi parce que le sang circule différemment. Parce qu'en fait, dès l'instant où le diaphragme se libère, il y a une meilleure oxygénation du sang périphérique. Et donc l'aspect thermique du corps se modifie. Maintenant, ce que j'ai observé là, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ces pariétaux, ou aux pariétaux, c'est que les pariétaux ne fonctionnent pas de manière dissymétrique, mais symétrique, comme ça. Et donc là, il est en train de travailler avec une technique que je lui ai mis au bout des doigts, de telle manière à ce que son système soit en corrélation avec l'activité masculine et qu'on débloque l'activité du pariétal de droite avant celui de gauche. Donc ça va se faire assez rapidement. Et ma foi, on se retrouve avec une génitale interstitielle qui fonctionne correctement. On retrouve la propriété du corps dans son homéostasie, c'est-à-dire dans son équilibre naturel. Après son histoire d'arthrose, ça va prendre des générations. C'était parce que j'étais sportif. Oui. J'avais des coups. D'accord? Oui, mais le phénomène, c'est que quand on est sportif, eh bien, si les fascias ne fonctionnent pas correctement, les coups portent à la matière. Ouais, le phénomène qui n'est pas du tout compris, c'est que qu'est-ce que c'est que le chi dont les Asiatiques se prévalent? Comment ça marche et qu'est-ce que c'est? Eh bien, si les aponevroses des os sont sous pressurisation d'azote, lorsque vous recevez un coup, le coup ne frappe pas la matière, mais vous avez un matelas de gaz qui amortit le choc et vous n'avez pas de problème. Le deuxième, c'est que lorsque on est sous pressurisation d'azote, les muscles changent de fonction. Et lorsque les muscles changent de fonction, on déplace
le point d'application de la force musculaire dans la fonction gazeuse. Et à ce moment-là, l'activité musculaire, elle change complètement. Le corps change de sa capacité parce qu'on fait une translation de la compétence mécanique dans une dimension qui est hydropneumatique. C'est clair ce que je vous dis ou pas? Tu changes du point de vue négatif ou positif? Non, non, c'est pas que je change de positif en négatif, c'est que c'est le point d'application d'une force. Et donc je vais vous faire un petit schéma, comme ça vous allez peut-être comprendre. C'est l'histoire des bras de levier. Dans l'histoire des bras de levier, vous avez voilà. Ce bras de levier ici, celui-là, vous voulez soulever une force. Ici, cette distance, elle est faible et celle-là, elle est longue. Eh bien, c'est la manière dont aujourd'hui on fait fonctionner notre corps humain. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'intensité musculaire pour peu de résultats. Ensuite, si vous travaillez avec la physique des liquides, vous êtes dans le fonctionnement de la balance. Si vous avez 1 kg de poussée, vous avez 1 kg de récupération. On est dans un équilibre. Si maintenant vous savez faire travailler votre corps avec les fonctions hydropneumatiques, vous avez ici 100 g de poussée, et là, votre corps, il va pouvoir déplacer 1 tonne sans problème. On change parce que on a utilisé la force hydropneumatique que les Chinois appellent le Qi. Il y a différentes formes de Qi. Mais l'un des Qi de l'énergie qui est utilisé par les combattants, c'est la pression gazeuse de l'azote dans les fascias. Après, il y en a d'autres. Je ne vais pas tout détailler parce que le but, il n'est pas là. Le but, il est de vous faire comprendre des mécanismes, de voir des choses, de voir qu'en très peu de temps, on peut réguler un certain nombre de phénomènes avec des outils qui sont simples, puisque avec 3 disques, on ne va pas très loin. C'est un petit investissement, on casse la tirelire, et puis, ma foi, ça permet de travailler pour ses enfants, pour sa famille, pour soi-même, et pour les phénomènes d'ambiance. Et c'est très étonnant parce que, encore une fois, tant qu'on la pratique tous les jours, on observe que le corps se répare tranquillement. En moyenne, les pathologies du corps vont descendre dans l'organisme dans un laps de temps qui s'étale entre 7 et 15 ans. Maintenant, ça va plus vite avec les pollutions électromagnétiques. En fait, c'est des petites choses qui paraissent anodines. Et en fait, je travaille sur des circuits énergétiques profonds qui vont permettre de décoincer des mécanismes qui sont bloqués depuis pas mal de temps. Puisque quand on a de l'arthrose, ça signifie aussi que l'hydratation ne se fait pas correctement, qu'un petit peu partout, il faut mettre de l'huile, que les aponévroses sont en situation de stress hydrique, qu'il n'y a pas suffisamment de libération dans les fascias. Tous ces mécanismes-là, bon, ça permet de gérer un certain nombre de phénomènes avec peu de choses quand on sait. Avec peu de choses. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, ici, c'est l'idéal pour aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va permettre, avec ces programmes de 3 disques de céramique, de relancer toutes les fonctions essentielles. Avec cette valise, ce programme où il y a 10 disques de céramique, dans ces 10 disques de céramique, on est vraiment dans un programme de détente profond, naturel. On va toucher l'os, le sang et la lymphe. Ça permet de circuler, de synchroniser les différentes fonctions. Et ça permet d'optimiser les forces vitales et d'avoir un bonheur intérieur que l'on n'avait pas connu depuis qu'on était un petit peu dans les bras de sa mère.
Vous commencez à ressentir différemment ou pas? Là, Alors attendez. la chaleur a diminué. J'ai plus chaud. Ça commence à diminuer. Et effectivement, je sens une forme de détente. Ok, mais on va s'arrêter là parce que sinon il sera trop bien à la sortie. Vous allez faire des jaloux, après je vais bosser jusqu'à